Bonjour à tous, bonjour Fab, ça va? Hello. Ouais, ça va, ça va. Un peu fatigué, j'ai cru comprendre. Mais Ouais, il y a beaucoup en ce moment, mais on y va, on attaque. alors, on se retrouve pour un nouveau format. On va faire une analyse d'un style de jeu d'un joueur, un nouveau qui vient d'arriver, qu'on ne connaissait pas il y a encore 6 mois d'après Benoît Paire. Et pourtant, ceux qui connaissent le tennis et qui aiment ça le connaissent depuis bien plus longtemps, depuis plus d'un an même, depuis ses exploits en junior il y a quelques années. Je parle de l'Espagnol Carlos Alcaraz, on considère encore comme un espoir du tennis, même si finalement il commence de plus en plus à faire partie des favoris et des grands joueurs du circuit actuel. Même là, actuellement, au moment où on tourne cette vidéo, il y a le tournoi de Madrid qui commence et il fait plus ou moins, selon moi, partie des favoris pour le titre. On va commencer par une première question. Toi qui est data analyst et qui est expert en statistiques et en tennis, comment tu peux décrire le style de jeu de Carlos Alcaraz? Ouais. Alors, bon, alors, déjà, je dois quand même l'avouer, pour cette première partie, je vais faire un peu un copier-coller de ce que j'ai fait avec Tennis Légende, parce que j'avais préparé aussi le sujet avec Tennis Légende, et si je dois profiler Alcaraz, ben, je ne peux pas changer d'une semaine à Oui. l'autre. Son style de jeu, c'est son style de jeu. Et d'ailleurs, voilà, par contre, je vais essayer de rajouter des choses supplémentaires. Ce qui est marrant avec le style de jeu, c'est que c'est quelque chose, moi, ce que j'appelle l'ADN, le style de jeu, c'est que c'est quelque chose qui colle. C'est-à-dire que tu peux prendre des joueurs en début, au milieu, en fin de carrière, même quand ils sont juniors, le style de jeu, tu le retrouves plus ou moins, on va dire à 80%, tu as le même style de jeu. Je ne sais pas, je pense que tu avais déjà fait cette parenthèse. J'entraîne un groupe, je crois même que tu l'avoir déjà fait, mais je la refais. J'entraîne un groupe avec ma fille qui a 7 ans. Et à 7 ans, j'ai déjà tous vu leur style de jeu et leur ADN. Ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je sais déjà exactement, non, mais je sais déjà à 70% quelle va être, même 80% quel va être leur ADN et leur style de jeu. Donc, c'est complètement dingue, les styles de jeu, comme à quel point l'identité ne change pas. C'est comme si tu nais avec un style de jeu par rapport à qui tu es, d'où tu viens aussi, parce que tu as des cultures françaises, espagnoles, argentines, américaines, et tu vas garder un peu cette identité tout au long. Évidemment, après, tu t'améliores, tu gagnes en puissance, tu t'améliores dans des détails, mais l'ADN reste le même. Donc voilà, tout ça pour dire que mon ADN, mon profiling d'Alcaraz va être très similaire à celui que j'ai fait avec Tennis Légende, mais la deuxième partie et la troisième partie sera différente. Donc voilà, maintenant, parenthèse faite, j'attaque. Alcaraz. Donc, Alcaraz, c'est un joueur agressif de fond de cours et un joueur offensif. Ça veut dire qu'en moyenne, quand on le compare avec ses adversaires, il fait, ça, il fait 50% de points en plus en coup droit, en revers, et je crois aussi que j'ai marqué, et 40% de points de plus à la volée. Donc, j'explique maintenant ce que c'est. Ça veut dire que, en gros, si dans un match, son adversaire fait 10 points en coup droit, c'est-à-dire des winners ou des points provoqués. Un point provoqué, c'est-à-dire que tu tapes un bon coup droit, l'autre touche la balle, mais il la rate. Donc, si ses adversaires en font 10, lui va en faire 15. Si ses adversaires font 6 points en revers, il va en faire 9 en moyenne. Ça veut dire qu'on est sur un joueur dominant en fond de cours par son coup droit et son revers. C'est-à-dire que c'est lui qui, en gros, c'est lui qui va faire les actions. C'est bien plus lui le joueur actif en termes d'agressivité au fond de cours que ses adversaires. Après, son ratio de faute, ce qui fait qu'il est un top joueur ou qu'il devient un top joueur, c'est que son ratio de faute, par contre, est plus ou moins le même que ses adversaires. Ça veut dire que j'arrive à faire plus de points que toi en coup droit revers, tout en faisant le même nombre de fautes directes en coup droit et en revers. Et c'est ça qui fait que c'est un joueur dominant en coup droit, en faisant plus de fautes, en faisant, pardon, plus de points, mais pas moins de fautes. À cela, il rajoute cette touche offensive qui n'est pas spécifique des joueurs espagnols, hormis Feliciano Lopez, parce que Feliciano Lopez, on va dire qu'il a une touche très offensive pour un Espagnol, mais les autres joueurs espagnols ne sont pas à ce point offensifs. Je veux dire, ils n'ont pas un haut pourcentage de points gagnés quand ils montent à la volée ou de points total gagnés à la volée. Et c'est le cas d'Alcaraz. Donc, Alcaraz, vraiment, c'est ça son profiling, c'est plus de points en coup droit, plus de points en revers, plus de points à la volée que ses adversaires. Et son point faible qu'on retrouvera dans la deuxième et troisième partie actuelle, ça reste le service.
Ça reste le point faible, mais ça reste le point faible de la majorité des Espagnols, une fois de plus, hormis Feliciano Lopez. Feliciano Lopez, en fait, pourquoi es-tu espagnol? Parce que tu as des stats d'un Américain ou d'un Français. Ce n'est pas du tout un style de jeu espagnol. Mais voilà, un peu dans la grande lignée des Espagnols, c'est des très bonnes techniques en coup droit revers et des stratégies au service avec des pourcentages de premier service élevés qui donnent un ratio d'essai de service gagnant en dessous de la moyenne. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on trouve chez beaucoup d'Espagnols et on en parlera par la suite avec le comparatif. Maintenant, on va parler de l'influence de Juan Carlos Ferrero, un ancien joueur qui est son coach depuis junior. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'influence de son coach sur son style de jeu par rapport à son ancienne carrière? Bah, je peux pas, l'influence directe, je ne la connais pas parce que je ne suis pas dans le groupe, donc je ne peux pas dire à quel point Ferrero influence Alcaraz dans sa vie. Par contre, je peux faire un comparatif de style de jeu Oui. et retracer les points communs entre les deux joueurs et les différences. Donc, déjà, juste pour remettre, je pense que tout le monde connaît Ferrero, mais voilà, Ferrero a été quand même numéro 1 mondial. Ensuite, j'espère qu'Alcaraz va suivre le début de carrière de Ferrero, mais pas la suite. Après, il ne faut pas du tout dénigrer parce que Ferrero a été plutôt un mec dans le top 30 vers le milieu-fin de sa carrière. Mais c'est vrai que quand tu as été numéro 1 mondial assez vite, on aurait pu espérer un peu plus de Ferrero. Alors maintenant, en termes purement de stats, les points communs entre les deux. Attends, je les ai notés. Ouais, on retrouve, en gros, c'est comme je t'ai dit avant chez les Espagnols. On retrouve les mêmes tendances chez Ferrero que Alcaraz au service. Ça veut dire un haut pourcentage de premier service pour un faible pourcentage d'essais de service gagnants. Par faible pourcentage des services gagnants, il faut expliquer ce que c'est. Faible, ça veut dire en dessous de la moyenne, c'est à peu près 25%. Ça veut dire 25% du temps, quand Alcaraz passe sa première balle, comme Ferrero, grosso modo, 25% du temps, une fois sur 4, c'est un ace ou un service gagnant. Ceci, par rapport à la moyenne du tour, qui est à 33%, c'est 8% en dessous. Donc, c'est considéré comme en dessous de la moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire d'essais de service gagnant. Tout est relatif. C'est juste qu'il en fait 8% de moins que la moyenne. Et Ferrero avait la même dynamique. Et une des raisons qui explique ceci, c'est qu'ils optent pour un haut pourcentage de premier service. C'est-à-dire que leur pourcentage de premier service est à peu près 66-67%, alors que la moyenne est à 63%. Donc, tu es plus haut en pourcentage de premier service, plus bas en ratio d'essai de service gagnant. Et ça, Ferrero, Alcaraz ont exactement la même tendance. Ensuite, si tu regardes dans des rallyes globaux, tu sais, moi, je mets tous les rallyes par rapport au nombre de frappes jouées. Une de frappe, 3-4 frappes, 5-8 frappes, plus de 8 frappes. C'est-à-dire que combien de points Ferrero gagne entre une de frappe, entre 3 et 4, et ainsi de suite. Et ils ont exactement la même courbe. Ça veut dire qu'en une de frappe, ils sont légèrement dominés par leurs adversaires parce qu'ils ne font pas assez d'essais de service gagnants. Et dès que l'échange commence en plus de 3 frappes, ils dominent leurs adversaires. Ça, c'est des courbes qu'on trouve chez beaucoup d'Espagnols et qu'on retrouvera encore par la suite avec Nadal. Donc, un des points communs sur les deux, c'est ce service chez Ferrero et Alcaraz. Le deuxième point commun, c'est l'agressivité. Agressivité en coup droit, revers et retour. Ça veut dire que Ferrero, c'était comme Alcaraz, c'était un joueur qui était agressif de fond de court. Ils avaient un peu les mêmes stats dans ce sens, c'est-à-dire que ça faisait le même nombre de fautes. Bon, après, on verra la différence avec Ferrero, mais plus de points en retour, coup droit et revers. Donc là, on peut voir une influence Ferrero chez Alcaraz dans l'agressivité en revers. Parce que l'Espagnol, en règle générale, il a un très bon coup droit. On voit ça chez, plein de joueurs espagnols avaient des très bons coups droits. Garcia Lopez, Verdasco, des mecs qui ont arrêté, peut-être Verdasco pas encore, mais qui… Donc, le bon coup droit espagnol, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les Espagnols, hormis Feliciano Lopez. Mais le revers, l'agressivité en revers, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve chez tous les Espagnols et qu'on retrouvait chez Ferrero et qu'on retrouve aussi chez Alcaraz. Je vais aussi faire une parenthèse qu'on avait déjà fait sur un autre podcast. Dans l'histoire du tennis, Ferrero, dans les années 2000, il arrive pour moi avec une nouveauté technique, biomécanique. C'est des mecs qui arrivent pour moi à partir des années 2000, donc la génération Ferrero, Moya, Federer et ensuite Nadal et ainsi de suite, qui arrivent avec des techniques en coup droit revers supérieures à ce qu'on voyait
avant. Ça, c'est mon point de vue. Après, je ne sais pas si je peux le justifier plus que ça, mais une des conséquences de la bonne technique, c'est le ratio de points. Bonne technique est égal au pourcentage de points. Mauvaise technique est égale, en règle générale, style défensif, je remets la balle et j'attends la faute de. C'est très schématisé, mais c'est ça. C'est plus ou moins ça. Ensuite, donc Ferrero arrive dans les années 2000 avec une technique de coup droit et de revers très très bonne qui explique pourquoi il a fait en moyenne plus de points en coup droit et revers. Alcaraz suit la même logique avec des très bonnes techniques de coup droit, de revers et en plus lui, bonne technique de volée. Donc là, par rapport à ce point, moi je trouve qu'il est complètement dans l'influence de Ferrero parce que pas tous les Espagnols, je parle du revers, pas tous les Espagnols avaient des revers ultra performants. Si tu prends le revers de Ferrer, c'était un revers de remise. En plus, je ne sais pas si tu te rappelles la technique, ça faisait un espèce de truc comme ça en passant légèrement sous la balle. Granollers avait plus ou moins le même revers. Ah, il joue encore en double. Donc, on n'était pas sur des revers agressifs, on était sur des revers de remise avec un coup droit plus ou moins agressif ou défensif chez Ferrer. Donc là, on retrouve cette dynamique qu'avait Ferrero et qu'Alcaraz avec un revers agressif et aussi un retour. Parce que beaucoup d'Espagnols ont un style de retour plutôt défensif. Donc, une position assez reculée, je remets un maximum de balles en jeu. Et Alcaraz, comme Ferrero, sont assez agressifs avec le retour revers. Donc ça, vraiment, je pense que c'est la plus grande influence, s'il y a une influence de Ferrero dans le jeu d'Alcaraz, c'est cette technique complète. C'est la technique complète partout. Donc ça, c'est le plus gros point commun. Le service, c'est cette tendance générale, comme je l'ai dit, comme la majorité des Espagnols, mais par rapport au revers, c'est vraiment, je pense, revers-retour, le plus grand point commun qu'on a entre les deux, qu'on ne retrouve pas chez les autres Espagnols. Ouais, donc la complémentarité de son coup droit et revers. Exactement. Et ça fait des joueurs complets au fond de cours. Ouais. Pas des joueurs qui ont qu'un côté. Dans mes profils, ça veut dire pour moi, ils ont du punch et de la cadence. Punch, ça veut dire je fais les points au coup droit. Cadence, je suis capable de prendre la balle tôt en revers et faire mal en revers. Et ça, Alcaraz, Ferrero avaient les deux. Maintenant, je vais parler des différences. Donc, il y a deux différences entre Ferrero et Alcaraz, une petite et une grande. La petite, c'est que Ferrero était un peu plus passif qu'Alcaraz au fond de cours. Alcaraz, c'est le feu pour le moment, mais il est aussi jeune. C'est vraiment plus agressif que défensif. Ferrero, il avait une facette aussi où il usait le revers de l'adversaire. On peut voir ça dans les stats que le ratio de fautes directes en revers de ses adversaires était plus haut que la moyenne chez Ferrero. Donc Ferrero provoquait plus de fautes directes en revers que ses adversaires. Et on ne retrouve pas cette tendance chez Alcaraz. Alcaraz, c'est plus un style dominant qui va faire plus de points, plus de fautes, sans se soucier, entre parenthèses, d'user l'adversaire en revers. Donc ça, c'est une différence qu'il y a eu entre Ferrero et Alcaraz. Ferrero, on va dire, légèrement plus passif, ce qui entraîne plus de fautes directes chez l'adversaire en revers. Et le deuxième point, la deuxième différence qui est bien plus grande, c'est le jeu à la volée. Ferrero gagnait en moyenne 10% de la totalité de ses points à la volée. Ferrero 10 et Alcaraz, on est à 20. Donc, on est sur un joueur qui gagne en moyenne 2 fois plus de points par ses montées au filet que Ferrero. Donc, ça, c'est la plus grande différence entre les deux joueurs. C'est le nombre de points total gagnés au filet. Ça, Ferrero, on ne peut pas dire que c'était un joueur offensif, alors qu'Alcaraz a réellement une facette offensive dans son jeu. Donc ça, c'est les deux gros points communs entre Nadal et Alcaraz. Donc, il a déjà un niveau top 3, top 4. Est-ce que je pense qu'il peut être mondial? Bah, clairement, ouais, clairement. Il a tout. Ouais, il a le package. Il a vraiment le package.